Bonjour, les prouesses du corps humain, des patates de l'espace, un ménage à trois, des découvertes et des naissances à foison. Bienvenue dans cet épisode estival de l'Eurécap, l'actualité scientifique à sa source. On commence avec une cartographie d'une précision inédite, celle du cerveau humain. Une équipe internationale de chercheurs vient de publier la carte en 3 dimensions de la zone périphérique du cerveau, appelée cortex. Ils ont découvert 97 nouvelles régions sur chaque hémisphère cérébral, tout en confirmant les 83 décrites jusqu'alors. Et ce, grâce à une méthode semi-automatique qui détecte les contours de chaque aire selon son architecture, sa fonction, sa connectivité et sa topographie. Ce sont donc pas moins de 180 régions que comprend chaque moitié de notre cortex. Pour aller plus loin, les chercheurs ont même conçu un logiciel qui détecte automatiquement ces régions à partir d'une IRM, en s'adaptant à l'architecture cérébrale de chaque individu. Ils espèrent que ces nouveaux outils, mis librement à la disposition des scientifiques, permettront d'accroître la précision des études du cortex cérébral. Et ce, afin de mieux connaître cette région impliquée dans de nombreuses fonctions, comme le langage, la mémoire, la conscience ou la motricité. Le cerveau n'est pas le seul organe remarquable chez l'homme. Notre œil est capable de détecter un seul photon à la fois, c'est-à-dire une seule particule élémentaire de lumière. Des volontaires plongés dans le noir et bombardés de photons un à un devaient signaler lorsque leur œil percevait de la lumière. Ces tests ont été répétés plus de 30 000 fois sur 3 cobayes. Ces derniers ont vu juste dans 52% des cas, c'est plus que s'ils avaient répondu au hasard. Détail intéressant, on a plus de chances de percevoir un photon si notre œil en a déjà reçu un autre quelques secondes plus tôt, ce qui suggère une certaine mémoire de l'œil, c'est-à-dire que sa sensibilité augmenterait temporairement. Astronomie maintenant. 2 équipes indépendantes, respectivement belges et japonaises, ont retracé l'histoire des lunes de Mars grâce à des simulations numériques. Phobos et Deimos seraient des vestiges de la collision de Mars avec un corps céleste 3 fois plus petit qu'elle, survenu dans les 100 à 800 premiers millions d'années de la planète rouge. Le choc aurait propulsé quantité de débris dans l'espace, lesquels se seraient ensuite agrégés pour former des lunes. À cause de la gravitation, toutes seraient retombées sur le sol martien, à l'exception de Phobos et Deimos. Ces patatoïdes célestes devaient être les plus lointains au sein du cortège lunaire. En dessin, je vous propose de découvrir le drôle de ménage à trois du lichen. Le lichen est un trouble. On pensait jusqu'alors que ce curieux organisme était un mariage heureux entre une algue et un champignon du groupe des ascomycètes. Mais des chercheurs britanniques et néo-zélandais ont découvert un nouveau partenaire symbiotique, une levure, soit un autre type de champignon de l'embranchement des basidiomycètes. Les auteurs ont trouvé ce drôle de ménage à trois chez des lichens répartis dans 52 genres et présents sur les 6 continents. Un échange gagnant-gagnant-gagnant. Le champignon accueille l'algue vagabonde et lui offre de l'eau et des sels minéraux. En échange, l'algue fabrique du glucose pour toute la clique, grâce à la photosynthèse. On ignore encore la fonction exacte qu'occupe généralement la levure, mais chez une espèce de lichen, Bryoria tortuosa, elle produit une substance toxique qui défend le trouble quand il se fait attaquer par des microbes. La naissance de l'oxygène dans notre atmosphère serait survenue 200 millions d'années plus tôt qu'on ne le pensait. Pour la première fois, des géologues canadiens ont analysé des bulles d'air emprisonnées dans des cristaux de sel d'origine australienne et vieux de 815 millions d'années. Ces bulles d'air sont des reliquats de l'atmosphère qui régnait au néoprotérozoïque. Elles contiennent en moyenne 11% de dioxygène, soit nettement plus qu'attendu par les modèles actuels. L'oxygène prospérait donc déjà dans notre atmosphère avant même l'explosion de la vie sur Terre, un fait qui semble aller à l'encontre du consensus scientifique actuel. Ce dernier stipule que ce sont les organismes vivants qui, en prospérant, auraient enrichi l'atmosphère en oxygène. Les auteurs émettent même l'hypothèse inverse. Pour eux, c'est cette atmosphère riche en dioxygène qui aurait pu favoriser le développement de la vie sur Terre. Anthropologie. Notre préférence pour la musique consonante serait culturelle et non pas innée. Des chercheurs américains et chiliens mettent fin à un débat vieux de plusieurs siècles en montrant que les Tsimané, les membres d'une tribu isolée d'Amazonie, sont insensibles aux dissonances, contrairement à des Américains ou à des Boliviens. Une nouvelle espèce de baleine à bec a été identifiée dans le Pacifique Nord. Cette baleine rare vient s'ajouter à ses 2 cousines du genre Berardius, les Berardi de Baird et d'Arnoux, la nouvelle venue étant plus petite et plus sombre que ces dernières. La livrée de ces mammifères marins leur a d'ailleurs valu le surnom de karasu ou corbeau auprès des pêcheurs japonais, qui la prenaient pour une variante plus sombre des baleines d'Arnoux.
Les chercheurs ont tranché en analysant l'ADN de 170 spécimens de la variété grise et 8 de la noire, échoués ou entreposés dans des musées. Avec cette découverte, on compte désormais 10 espèces de baleines à bec décrites depuis le siècle dernier. Géologie pour finir, le mystère de la formation du Pacifique vient d'être élucidé. Explication en dessin. Le Pacifique est aujourd'hui le plus grand océan sur Terre. Et grâce à des chercheurs néerlandais, on sait désormais comment la plaque tectonique qui le supporte s'est formée. Tout a commencé dans le gigantesque océan entourant la Pangée. Cette étendue d'eau, appelée Panthalassa, est formée de 3 plaques tectoniques, Izanagi, Farallon et Phoenix. Au Jurassique, il y a environ 190 millions d'années, ces 3 plaques se sont rejointes pour aboutir à un unique point de rupture. Par cette déchirure est remontée du magma depuis les profondeurs de la Terre. Peu à peu, le magma a poussé les plaques vers l'extérieur et le triangle de Roche-Neuve s'est étendu jusqu'à former la plaque pacifique que l'on connaît. Quant au trio de plaques tectoniques, elles ont été englouties dans les zones de subduction. Il ne reste aujourd'hui que de maigres reliques de la plaque Farallon du côté de l'Amérique. Les plaques de Coco, Nazca, Gorda, Explorer et Juan de Fuca. Les chercheurs se sont appuyés sur des mesures de magnétisme des roches pour remonter le fil de l'histoire. Lorsqu'elles se forment, les roches du plancher océanique orientent leurs cristaux contenant du fer en fonction du champ magnétique terrestre, comme une boussole. Quand les pôles magnétiques s'inversent au cours de l'histoire de la Terre, les cristaux s'orientent dans l'autre sens, d'où la formation de bandes parallèles aux rides océaniques, là où la croûte se forme. Les mesures de magnétisme des roches permettent ainsi de reconstituer le mouvement des plaques. Grâce à cette méthode, les auteurs localisent l'émergence du Pacifique à l'est de la fosse des Mariannes, car les anomalies magnétiques y forment un triangle. Ce scénario reconstitue un événement tectonique qualifié de très inhabituel par les auteurs de l'étude. Avant de nous quitter, j'aimerais signaler l'existence de 2 MOOC, des cours en ligne gratuits et ouverts à tous, qui débutent à la rentrée. Un MOOC pour apprendre à connaître les plantes, proposé par la plateforme Tela Botanica, avec l'université Paris-Sud, le CNRS et l'AgroParisTech, qui débute le 5 septembre prochain. Et un second MOOC sur la médiation scientifique à l'ère des réseaux sociaux, proposé par le réseau InMedia et annoncé pour fin septembre. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode de Le Récap. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner.